Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Interaction consacré à la Turquie après la perte d'Ankara, d'Izmir et très probablement d'Istanbul. Comment le président turc va réagir? Va-t-il durcir l'autoritarisme dont il fait preuve depuis le coup d'État manqué de 2016 ou bien assouplir sa gestion du pouvoir? C'est la question que nous posons aujourd'hui à Dorothée Schmidt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du programme Turquie à l'IFRI et je rappelle l'un de vos derniers livres, La Turquie en 100 questions aux éditions Talendier. À vos côtés, Ahmet İnsel, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste politologue turc. En 2017, vous avez publié La nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire aux éditions La Découverte. Et puis nous sommes également en ligne avec Delphine Minoui, la correspondante du Figaro à Istanbul. Bonjour Delphine. Bonjour. Posez-nous toutes vos questions. Nous sommes en direct sur lefigaro.fr et sur Facebook et nous sommes là pour y répondre. Il y a déjà beaucoup de commentaires que j'ai pu relever et que je vous transmettrai pendant cette émission. On peut commencer avec vous Delphine déjà. Rappelez-nous un petit peu le contexte. Donc ces villes qui ont été perdues, dans quelle largeur? Il y a toujours ce point d'interrogation sur Istanbul, bien sûr. Oui, c'est vrai que c'est un revers pour le parti du président Erdogan puisque de grandes villes ont été perdues, à commencer par Ankara, la capitale, où c'est Mansur Yavaş, le candidat de l'opposition, qui l'a emporté. On peut également signaler la ville côtière d'Antalya qui passait du côté de l'opposition. Évidemment, du côté d'Istanbul, la victoire de l'opposition reste encore disputée puisque l'AKP, le parti du président, a déposé un recours. Et à l'heure où nous parlons, le recomptage est encore en train de s'organiser et ça pourrait durer encore plusieurs jours. Et puis, à quel point justement c'est un revers? C'est la question aussi que je voulais vous poser, Dorothée. On a ces grandes villes qui sont perdues, mais d'un autre côté, un internaute nous le rappelle, l'AKP caracole toujours en tête dans la Turquie des campagnes, petites et moyennes villes. Et il faut le rappeler, au niveau national, l'AKP est à 51%. Alors, 52%. En alliance avec les nationalistes du MHP, c'est-à-dire que l'AKP seul, il a 42%, c'est ça, 44%. Donc oui, pardon, il a perdu 1,5 point par rapport aux dernières élections où il était à plus de 45%. Donc ça veut dire que c'est un parti qui quand même rassemble encore l'essentiel des suffrages en Turquie, voilà. Mais ça n'enlève pas l'importance de la perte d'Ankara et peut-être d'Istanbul. On a également des commentaires sur les différences qu'il y a entre la Turquie des villes et la Turquie des campagnes. Nous avons Yosi qui nous dit « Ce qui est clair, c'est que les grandes villes éduquées et développées ont exprimé un ras-le-bol envers Erdogan, tandis que la campagne miséreuse a voté pour lui. » C'est votre analyse aussi? En grande partie, oui. En grande partie, le basculement se fait dans les grandes villes dynamiques, côtières, où Istanbul, Ankara, aussi Adana, soit passe de AKP au Parti social-démocrate, soit de l'allié de AKP, le parti d'extrême droite, à l'opposition. Effectivement, si on regarde au niveau des 10 villes premières de la Turquie, l'opposition a maintenant le contrôle de la majorité, 6 je crois, sur 10, et passé du côté de l'opposition. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde Istanbul, qui est quand même la ville qui représente 15 millions d'habitants, il y a eu à peu près 8 millions, 9 millions de bulletins à Istanbul, l'opposition et la majorité, dans leur coalition des deux côtés, sont en fait en tête-à-tête. 48% pour l'un, 48% pour l'autre, et il y a 20 000 voix d'écart au profit de l'opposition. Cela montre bien qu'au niveau global, en Turquie, il y a un équilibre, quasiment de 50-50. Après, il y a des basculements d'un point de plus, d'un point de moins. Et Istanbul reflète cette situation où la Turquie est divisée entre les pro-Erdogan et les anti-Erdogan. Et les pro-Erdogan sont plus concentrés dans les grandes villes et dans les villes kurdes. Mais effectivement, ça se joue à chaque fois à quelques milliers de voix, voire quelques dizaines de milliers de voix. Tous les journaux occidentaux ont titré sur le revers d'Erdogan, le camouflet d'Erdogan. À 20 000 voix près, tous les journaux titraient Erdogan confirmé dans son hyper-présidence. En fait, le candidat du CHP, donc de l'opposition à Istanbul, a tout de suite dit qu'il avait gagné la mairie d'Istanbul. Pendant que l'agence officielle arrêtait le décompte des voix en dernière minute. Et c'est vrai qu'on est quand même étonné de voir comme le souligne Ahmet, on a 10 millions de votants, on a à peu près 9 millions de bulletins. Si on est à vraiment 20 000 voix d'écart, c'est absolument rien. Donc l'AKP a quand même beau jeu de demander le recomptage des voix en partant du principe qu'on a
300 000 bulletins nuls enregistrés à Istanbul, si j'ai bien retenu. Donc là, le recomptage va se faire sous la surveillance des partis politiques. Ça va évidemment être étendu. On sent très bien qu'il y a eu un moment de panique de l'AKP au moment de cette idée qu'on pouvait perdre Istanbul, puisque vous savez qu'il y avait déjà les affiches de victoire d'Istanbul qui ont dû être enlevées au dernier moment dans la ville. Ça n'empêchera pas Tayyip Erdogan de proclamer malgré tout la victoire. Il admet qu'il y a eu un revers, mais un revers marginal finalement. On va entendre justement le nouveau maire d'Istanbul, sauf surprise, qui s'appelle donc İmamoğlu. Ve İstanbul'un ihtiyaçlarını hızlıca karşılamak adına Türkiye'nin her kurumu ve kuruluşuyla işbirliği yapmak istiyoruz. Türkiye bir an önce normalleşsin. Bütün partilerin seçmenlerinin oy verdiği bir insan olarak hiç kimseyi birbirinden ayırt etmeyeceğim sözünü vererek yine bana sandıkta atılan ya da atılmayan, o sandığa atılan tüm oyları kendine atılmış kabul ederek herkese, bütün İstanbullulara da teşekkürü bir borç biliyorum. Voilà pour le nouveau maire d'Istanbul, sauf recomptage des voix, sauf surprise. Delphine, il y a un autre enseignement qu'on peut tirer, c'est que finalement la vitalité démocratique turque est encore là, l'opposition est encore là. Un internaute nous rappelle encore, Scott, il dit que ce résultat, il faut aussi le dire, c'est malgré les purges. On imagine sans, ça aurait pu être une victoire encore plus belle pour l'opposition. Oui, il faudrait placer cette élection dans le contexte de la répression qui a lieu en ce moment en Turquie. Il faut savoir que cette campagne électorale a été menée sur fond de musellement de la presse, avec la majorité des candidats qui parlaient sur les grands médias, qui étaient des membres du parti présidentiel. Donc dans ce contexte, c'est quand même une victoire en effet pour l'opposition. L'opposition a réussi aussi à renouveler son alliance, comme elle l'avait déjà fait au moment des législatives, l'alliance entre le Parti social-démocrate CHP et le nouveau parti II, le bon parti, le parti nationaliste. Il y a également eu cette stratégie et ce choix stratégique du parti pro-kurde HDP qui a dit cette fois-ci nous n'allons pas présenter de candidats ni à Istanbul ni à Ankara afin d'éviter une dispersion des votes et en se concentrant essentiellement sur les zones du sud-est. Alors toutes ces stratégies-là ont été payantes, ça c'est évident. Maintenant, pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Ekrem İmamoğlu dans son discours, on sent aussi que la volonté aujourd'hui de l'opposition, c'est de pratiquer un discours très inclusif, à l'opposé du discours très polarisant, très polarisateur mené par Erdogan et par ses acolytes de l'AKP. En même temps, maintenant, concrètement, va se poser la question de la gestion au quotidien des municipalités. Il faut rappeler qu'à Istanbul, mais également à Ankara, si la victoire de l'opposition est confirmée. En revanche, en ce qui concerne les maires des arrondissements, il y a encore une majorité de mairies qui vont rester, de par ces élections, entre les mains de l'AKP. Donc la cohabitation, on peut s'attendre à ce qu'elle soit quand même assez compliquée à l'avenir. Ahmet Insel voulait réagir. Oui, pour compléter ce que vient de dire Delphine Minou, effectivement, non seulement la majorité des districts à Istanbul et à Ankara sont sous contrôle d'opposition, mais aussi le conseil municipal. La majorité du conseil municipal est dans les mains de l'alliance majoritaire, de l'alliance du pouvoir. Et d'ailleurs, Tayyip Erdogan a déjà menacé, en acceptant quelque part implicitement qu'ils ont perdu Istanbul aussi, d'une certaine manière, a immédiatement menacé le futur maire d'Istanbul et le futur maire d'Ankara en disant on va voir comment ils vont gérer avec nous qui tenons tous les ficelles. Et actuellement, le pouvoir, la présidence de la République est en train de préparer un décret qui va transférer à la présidence de la République les appels d'offres publics des municipalités au-delà d'un certain seuil. Parce que l'enjeu, ce n'est pas simplement l'enjeu politique, symbolique, c'est important, mais aussi contrôler Istanbul et d'une certaine manière, dans une moindre mesure Ankara, c'est contrôler une ressource financière extraordinaire. Donc la gouvernance des villes, la gouvernance aussi du pays. Delphine Minou l'a rappelé, il y a eu une campagne très polarisante de la part de Recep Tayyip Erdogan. Alors justement, comment va-t-il réagir après un tel revers? C'est vraiment la question centrale de cette émission. Cette nouvelle donne politique, voilà, depuis 25 ans, c'est la première fois que les trois villes sont tenues principales seraient tenues par l'opposition. C'est ça.
Depuis 25 ans, Ankara-Istanbul est tenu par le parti islamiste ou le parti conservateur islamiste. Et aujourd'hui, Tayyip Erdogan a deux stratégies probablement. D'une part, étouffer, rentrer dans une logique de bras de fer avec les mairies d'opposition pour décrédibiliser l'opposition dans sa capacité gestionnaire. C'est d'ailleurs l'ancienne du président Erdogan depuis toujours, en disant l'opposition ne sait même pas amener 5 moutons à la prairie. Et c'est l'argument de l'incapacité de gestionnaire de l'opposition. Il va essayer d'aller là-dessus. Et puis deuxièmement, il faut aussi voir que la crise économique qui s'aggrave actuellement, laisse à Tayyip Erdogan peut-être l'espoir de rebondir dans quelques années, quand la crise va se calmer, de rebondir dans la perspective 2023. Parce que ce qu'il a vraiment souligné en permanence, c'est que maintenant, plus de 4 ans, pas d'élection en Turquie, ni au niveau local, ni au niveau national, ni au niveau présidentiel. Voilà, vous le rappelez, la prochaine présidentielle, c'est 2023, juin 2023, avec l'élection législative. Et là-dessus, Tayyip Erdogan, s'il veut changer de cap, il faut qu'il réforme aussi l'état de droit. Et là, malheureusement, je pense que... Personnellement, je pense qu'il a été trop loin pour pouvoir reculer désormais. Parce qu'il y a une crise économique très importante en Turquie. Dorothée, pardon, cette situation économique d'ailleurs, elle a nuit à l'AKP pendant ces élections, bien sûr. Hein. Pour rappeler quelques chiffres, le pays est officiellement entré en récession. On vous le disait d'ailleurs dans les pages du Figaro, c'était quelques semaines avant les élections, c'est-à-dire 2 trimestres consécutifs de décroissance. Et puis hier, il y a eu aussi les chiffres de l'inflation qui sont tombés pour mars. Et grosso modo, sur une année, il y a une inflation de 20%. Et puis, si ça touche l'industrie automobile, bon, à la limite, on ne s'achète pas une voiture tous les 2 mois. Mais pour l'alimentation, là, c'est du tous les jours. Et l'inflation sur l'alimentation, c'est 30%. Recep Tayyip Erdogan a déjà promis des réformes économiques énormes après ce revers, mais est-ce que cela va suffire et quelles pourraient être justement ces réformes? Alors, je ne vois pas très bien comment il va sortir de cette situation économique qui est le résultat d'abord d'une crise économique mondiale. La Turquie est très dépendante des marchés occidentaux, elle a un problème d'énergie, elle n'a pas suffisamment d'épargne, elle a besoin d'investissements qui viennent de l'extérieur. Il y a eu une campagne électorale qui a été très dispendieuse, où le gouvernement a eu une attitude très populiste qui continuait à faire profiter de ses libéralités son électorat pour essayer d'acheter des votes finalement indirectement. En revanche, ce qui me semble intéressant, c'est de développer peut-être l'hypothèse alternative à la première hypothèse que Ahmet a évoquée tout à l'heure. Ce serait celle qu'Erdogan soit finalement obligé de se calmer d'une certaine façon. Et alors, évidemment, il a ce signal qui est venu des élections. Il ne faut pas oublier que l'onction électorale, elle est indispensable à la légitimité très très large de Tayyip Erdogan. Malgré tout, c'est quelqu'un qui quand même s'est maintenu au pouvoir par les élections. Des élections de plus en plus inéquitables, certes, mais c'est d'ailleurs incroyable que l'élection aujourd'hui amène Ankara et Istanbul éventuellement des maires de l'opposition, vu les conditions de la campagne. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui comptait beaucoup là-dessus, donc c'est un signal fort pour lui. Et aujourd'hui, ce que tout le monde se demande, c'est s'il va y avoir des dissidences au sein de l'AKP et si on a éventuellement des anciens compagnons de route qui vont sortir du bois pour lui faire un petit peu de l'ombre sur son aile gauche ou droite. On va en reparler dans quelques minutes de cette recomposition du paysage politique et peut-être de ces discussions en interne de l'AKP. Mais avant, pour tenter de savoir comment pourrait réagir Erdogan, Delphine, on peut aussi s'intéresser à la presse qui est inféodée au gouvernement. Pas toute la presse bien sûr, mais en tout cas certains titres. Et là, il y a par exemple le journal Le Star qui titrait « Qui a organisé ce coup d'État à travers les urnes ?» Donc des accusations très graves qui sont d'ailleurs répercutées chez d'autres journaux. Mais voilà, il y a une tentative de décrédibiliser l'opposition, comme vous venez de le dire, Ahmet İnsel. Oui, évidemment, cette théorie du complot, elle est vraiment dans l'air du temps aujourd'hui en Turquie. Ce n'est pas seulement le journal Star qui a titré là-dessus, mais il y a d'autres médias ou même d'autres activistes pro-Erdogan qui ont beaucoup tweeté dans ce sens-là, en accusant le parti social-démocrate CHP d'être ligué avec non seulement la guérilla kurde du PKK, mais aussi les membres du mouvement guleniste, donc du mouvement de Fethullah Gülen, accusés d'avoir fomenté le coup d'État raté de juillet 2016. Donc toute cette rhétorique, elle remonte à la surface, elle alimente tous les complots possibles et inimaginables. Et encore une fois, on le sent de plus en plus,
toute l'opposition aujourd'hui est stigmatisée, que ce soit des activistes. Alors les dossiers aussi du mouvement des grandes manifestations de Gezi sont ressortis d'ailleurs juste avant les élections, ces manifestations de 2013. Donc on met tout le monde dans le même plat en accusant l'opposition de vouloir détruire l'État et de détruire le gouvernement d'Erdogan. Commentaire aussi d'un internaute qui m'a un peu frappé puisqu'il est un peu cynique et un peu ironique. Sergueï qui nous dit « La force, mais aussi peut-être leur faiblesse à terme des dictateurs modernes, est d'entretenir l'illusion d'un semblant de démocratie. » Effectivement, si on peut se permettre d'être vraiment cynique pendant quelques minutes, qu'est-ce qui empêche Erdogan, qui est aujourd'hui contesté, de répondre à cet affront par un nouveau tour de vis? C'est-à-dire que, alors pas d'annuler les élections bien sûr, hein, mais de demander à des juges ou à des journaux de lancer des dossiers contre Imamoglu, contre Yavaz, et puis de les déclarer finalement inaptes à gouverner, et puis on reprend les villes. Je vous dis ça parce que la communauté internationale n'a pas vraiment empêché les détentions arbitraires, elle n'a pas forcément empêché les fermetures de journaux, elle n'a pas non plus empêché le renvoi des juges. Bref, qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui de faire ça, Ahmet İnsel? D'abord, la communauté internationale n'a pas beaucoup de prise sur la Turquie parce que cette communauté internationale, si on parle de l'Union européenne, n'a pas de prise puisque la Turquie est quasiment suspendue dans son processus d'adhésion. Et le reste de la communauté internationale, les États-Unis n'est pas non plus un combattant de la liberté et ce n'est pas tellement leur souci, c'est plutôt la dimension sécuritaire et militaire de la Turquie qui les intéresserait. Il peut y avoir des sanctions pour justement sanctionner des comportements qui ne sont pas considérés comme démocratiques. On le voit par exemple avec l'Union européenne en Pologne. Oui, mais l'Union européenne en Pologne a un autre rapport. Mais l'Union européenne pourrait avoir des sanctions supplémentaires, évidemment. Mais le problème, c'est qu'effectivement, on peut penser, même on peut être plus cynique que notre auditeur, et de dire pourquoi, après tout, Tayyip Erdogan ne laisserait pas les municipales gagner une fois par l'opposition et étouffer, comme il contrôle tout, étouffer cette opposition en disant voilà, ils ne peuvent pas continuer à gérer, etc., et gagner 4 années en disant à la fois, voyez-vous, la Turquie est un pays libre, l'opposition peut être élue, je donnais une virginité démocratique à son élection prochaine en 2023. Si on est cynique, machiavélique, à la rigueur, je dirais, un vrai Machiavel penserait plutôt dans ce sens-là. Poursuivons un peu avec ce cynisme. Vincent nous dit aussi, c'est enfin une bonne nouvelle, ce revers pour Erdogan, en espérant qu'il ne dissoudra pas ses municipalités en mettant leurs membres dans ses geôles. On rappelle donc qu'il y avait ces purges à l'administration pour les juges, pour les politiques qui n'étaient pas assez dociles. Et bien surtout une centaine de maires kurdes qui ont été démis de leurs fonctions dans l'est du pays. Et là, le parti procure du HDP a regagné les mairies de l'essentiel des grandes villes kurdes. Et effectivement, cette menace d'être démis pèse à nouveau sur eux. Mais en fait, l'avenir dépendra quand même de la capacité de l'opposition à conserver une cohésion et à s'organiser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un état de démocratie sociale en Turquie. C'est très compliqué de travailler, il faut être clair quand on n'est pas d'accord avec le gouvernement. Il faudra que ces nouveaux édiles soient très courageux, notamment par exemple pour sortir des affaires de corruption qu'ils ne manqueront pas de trouver dans les tiroirs. Mais comme on l'a dit, à partir du moment où les conseils municipaux vont être encore contrôlés par l'AKP pour beaucoup d'entre eux, c'est toujours très compliqué. Mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait en tout cas une vie politique beaucoup plus mouvementée qu'avant. Et ça, c'est déjà quand même une bonne nouvelle, parce que c'est quand même un signe de démocratie. Parlons maintenant de la recomposition du paysage politique. Vous le disiez, ça va pouvoir aussi dépendre de cela. Delphine, est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler les alliances qui étaient nouées autour de ces municipales, et puis surtout un commentaire de votre part. Est-ce que pour vous, ces alliances pourront tenir pour faire face à Erdogan et à l'AKP? Oui, l'alliance qui a été renouvelée, c'est l'alliance entre le Parti social-démocrate du CHP et le nouveau parti qui s'appelle II, le bon parti. Ce qui était quand même intéressant pendant ce scrutin, c'est... alors, on a longtemps dit que le parti CHP était un parti vieillissant, rouillé, avec un leader qui refusait de partir à la retraite et de laisser la place à la nouvelle génération. Alors là, on peut se poser la question de la possibilité d'une capacité de se renouveler en interne de la part du CHP. Je pense que tous les observateurs vont suivre ça de très près dans les semaines et les mois à venir. Ekrem İmamoğlu, en l'occurrence, donc le candidat CHP d'Istanbul, s'est distingué par un discours très modéré, très nuancé,
très inclusif, très à l'écoute également des demandes des jeunes, des revendications économiques, des revendications politiques. Ça change du leader du CHP, Kiliç Daroglu, qui est un homme pas très charismatique, pas spécialement apprécié de la jeunesse. D'ailleurs, certains analystes commencent déjà à parier sur Ekrem İmamoğlu pour les futures présidentielles en se disant, tiens, peut-être que celui-ci pourrait au moins faire face à un homme comme Erdogan, qui, il faut le rappeler, reste quand même un politicien très charismatique auprès de sa base. Et il faut aussi le rappeler, Erdogan a commencé sa carrière politique en tant que maire d'Istanbul. C'est pour ça aussi qu'on essaye de lier ces deux trajectoires, Dorothée Schmidt. Oui, évidemment. Istanbul, c'est aussi on a beaucoup insisté sur la dimension symbolique. Il y a aussi la dimension économique, bien sûr. C'est 30% du PIB du pays. Mais c'est une ville qui symboliquement a été gagnée par la Turquie de l'AKP, alors qu'on considérait que c'était une ville de l'Ouest, finalement, une ville occidentalisée. Et Erdogan a réhabilité, je dirais, l'âme populaire d'Istanbul en mettant en avant toute cette politique islamo-conservatrice, très populiste, mais aussi tous ces grands travaux qui ont complètement changé la physionomie de la ville. À l'époque où il était maire, hein. Non, depuis que l'AKP est au pouvoir. Justement, sur les conséquences de l'AKP, avant d'en parler, on peut écouter Recep Tayyip Erdogan. Alors vous allez l'entendre juste après les élections et puis ensuite juste avant dans la dernière journée de campagne. Kazandığımız yerlerde milletimizin gönlüne girdiğimizi, kaybettiğimiz yerlerde de bu konuda yeteri kadar başarılı olamadığımızı kabul edecek, buna göre hareket tarzımızı da tabii ki belirleyeceğiz. Quand il dit « nous agirons en conséquence », est-ce que là vous y voyez un message adressé à son propre parti, Dorothée Schmidt? Ça me semble un message quand même parfaitement ambivalent qui lui permet de faire à peu près tout ce qu'il a envie de faire par la suite. Là, je crois qu'il se réserve simplement. Mais comme je disais tout à l'heure, ce qu'on attend maintenant, c'est de savoir si notamment son ancien Premier ministre, Ahmet Davutoğlu, va sortir du bois et va fonder un nouveau parti politique, ou s'il va entrer en négociation avec Erdogan pour être réhabilité dans son équipe, puisqu'il y a aussi des rumeurs de remaniement ministériel. Donc il n'est pas impossible qu'Erdogan prenne quand même la mesure de ce mécontentement populaire et donne satisfaction au marais des électeurs qui finalement est allé voir de l'autre côté. Ça a aussi été ça le génie d'Ekrem İmamoğlu finalement à Istanbul, c'est effectivement d'avoir cette campagne inclusive parce qu'il savait qu'il y avait des électeurs de l'AKP qui n'étaient pas très contents de l'AKP. Ahmet İnsel, il y a aussi une donne à rappeler, c'est qu'il a fait alliance, l'AKP a fait alliance avec l'extrême droite pendant cette élection. Là, il y aura peut-être des comptes à rendre aussi. Probablement, actuellement dans l'AKP, une partie de l'AKP est très mécontente sur la base, est très mécontente parce que finalement, globalement, quand on regarde les gains par municipalité, dans cette alliance, c'est le parti d'extrême droite qui a gagné bien plus que AKP. Et donc, du coup, dans la base, une partie de la base de AKP commence à remettre en cause cette alliance en disant mais ils gagnent sur notre dos, on perd des municipalités au profit de notre allié, etc., etc. Donc, du coup, il y a déjà dans l'AKP une tranche qui considère que l'alliance avec l'extrême droite nationaliste est un peu contre nature. Ils étaient minoritaires, mais probablement, ils peuvent augmenter leur voix. Par rapport à ce que vient de dire Dorothée Schmidt, j'ajouterais un complément. Ahmet Davutoğlu probablement se prépare, mais surtout AKP, dans l'AKP, il y a une équipe bien plus compétente, ou en tout cas économiquement parlant, reconnus au niveau international pour leur capacité gestionnaire classique. Et ceux-là ont été tous écartés ces derniers temps de la direction d'AKP. Et Davutoğlu ferait équipe avec eux. Et peut-être Erdogan aurait besoin de faire rentrer cette équipe comme Ali Babacan, Mehmet, j'ai oublié son nom, pour rétablir la confiance des investisseurs internationaux, le marché international, y compris des acteurs économiques en Turquie. Donc, du coup, le remaniement ministériel ou une apparition d'un parti plus centriste, droite libérale, qu'un parti islamo-conservateur nationaliste. Delphine Minoui, un mot aussi sur cette recomposition politique à venir entre les partis et puis au sein du gouvernement. Qu'est-ce que vous anticipez ? Moi, ce que je sens aussi, c'est qu'il y a un besoin de la part d'Erdogan et de son équipe
de prendre la mesure d'une partie de la déception de la base. On s'en est rendu compte le jour du scrutin. Alors c'est difficilement quantifiable, mais quand je faisais la tournée des bureaux de vote, il y avait beaucoup de personnes qui avaient l'habitude de voter pour l'AKP et qui avaient décidé de procéder à un vote sanction. Ce que j'ai beaucoup entendu, c'était aussi qu'il y avait pas mal de déceptions autour des discours qui se sont avérés très, très agressifs d'Erdogan. Il a mené cette campagne comme s'il voulait être maire de toutes les villes en même temps, avec un discours très complotiste, très belliqueux. Et du coup, ça s'est ressenti dans les urnes. Il a fait, en fait, de ce scrutin une question, il utilisait le terme, une question de survie pour la nation. Donc, quelque part, il est presque allé trop loin. Il s'est mouillé. Il a rendu ce scrutin municipal plus important qu'il ne l'était. Ce qui peut justifier, d'après moi aujourd'hui, sa façon d'être un tout petit peu plus nuancée dans ses discours et dans ses interventions depuis les résultats. Mais alors justement, Delphine, j'ai pas eu l'opportunité de vous poser la même question qu'à Ahmet et Dorothée, mais est-ce que vous pensez qu'il peut nuancer son propos, comme vous le dites, ou en tout cas adoucir sa gestion de la présidence de manière durable, ou est-ce que c'est juste une réaction à chaud? Je pense que c'est à double tranchant. Il a deux options, en effet. Un repli sur lui-même et une volonté de s'enfoncer dans ce discours agressif, provocateur, appeler à la théorie du complot, utiliser la théorie du complot comme le prouvent certains titres de presse gouvernementale. D'un autre côté, on n'est pas à l'abri on peut imaginer aussi une volonté de lâcher du lest sur certains éléments symboliques, peut-être faire libérer un ou deux journalistes, se calmer sur la question du procès de 7 personnalités activistes qui avaient été engagées dans les manifestations de Gezi en 2013. Il faut se rappeler que à l'heure actuelle, le procureur a requis la prison à perpétuité pour ces 16 personnes. Et la procédure judiciaire va commencer à la fin du mois de juin. Donc pour l'instant, en effet, toutes ces questions, je pense, restent encore en suspens. Delphine, un dernier commentaire d'un internaute qui nous dit « Erdogan coule l'économie de son pays, alors le peuple turc souffre. Erdogan a la folie des grandeurs. L'achat des missiles russes ne vont pas arranger ses affaires. Trump n'est pas content. » Alors est-ce que l'on peut contextualiser d'un mot Dorothée Schmidt et puis voilà, essayer de voir quel pourrait être l'impact de cette grogne, on va dire, entre Ankara et puis Washington, entre Trump et Erdogan aussi. Oui, finalement, ce qui nous importe, occidentaux, membres de l'OTAN, ce qui importe à Washington et d'une certaine façon ce qui importe à Paris, c'est de savoir si Erdogan va se sentir encore suffisamment costaud pour tenir tête en permanence à ses partenaires, pour annoncer une nouvelle opération en Syrie dont personne ne veut et pour continuer à vouloir acheter des matériels militaires aux Russes alors qu'il est membre de l'OTAN et qu'il faudrait qu'il installe les missiles sur des avions américains. Ça, c'est la chose qui importe. Évidemment, c'est ça qu'on se demande tous. Et est-ce que cela pourra avoir des conséquences? On parlait de sanctions économiques. Est-ce que ça pourrait mettre un deuxième genou à terre par rapport à l'économie turque? L'économie turque est fragile. Nous avons vu sa fragilité quand Erdogan a voulu faire le bras de fer avec Trump en août dernier à propos du pasteur emprisonné. Et les sanctions relativement limitées de Trump ont immédiatement bouleversé la livre turque, la valeur de la livre turque. À long terme, évidemment, l'Union européenne et les États-Unis, ils ont des attitudes économiques différentes parce que l'Union européenne est beaucoup plus engagée sur les intérêts économiques de l'Union européenne sur la Turquie est bien plus important que les intérêts économiques des États-Unis. Et de ce point de vue-là, sur la question migratoire aussi, bien sûr. Sur la question migratoire, par ailleurs, évidemment. Donc, du coup, je trouve que l'Union européenne est beaucoup plus timorée, et beaucoup plus, peut-être aussi par tempérament, beaucoup plus timorée dans sa gestion avec la Turquie que Trump, qui est un sanguinaire. Mais le problème de Trump, c'est qu'il est un Erdogan bis. Donc, du coup, il est totalement imprévisible de son côté aussi. Il peut changer d'avis du jour au lendemain, comme il a fait pour la Syrie, etc. Ce qui est certain, c'est que la Turquie d'aujourd'hui n'a plus le même statut, la même place, la même crédibilité dans l'alliance de l'OTAN. La Turquie d'aujourd'hui est un peu un allié suspect vis-à-vis de ses alliés occidentaux par rapport
à ses engagements militaires. Il y a les S-400, évidemment les fusées, Les missiles, ouais. les missiles russes, mais aussi il y a d'autres facteurs. Par exemple, la Turquie a révélé l'emplacement des soldats français en Syrie, ce qui était totalement contraire à la logique de l'Alliance. La Turquie essaye d'avoir à la fois des relations relativement proches avec la Russie, fait des clins d'œil vis-à-vis de la Chine, etc. Bon, ça c'est de la bonne guerre, mais en même temps, il y a dans l'équipe gouvernementale et dans l'état-major, pas de l'armée, mais de l'état-major de l'État, malheureusement, il y a aussi une tendance un peu extrême souverainiste, nationaliste extrême souverainiste, qui ne verrait pas de mauvais œil un éloignement de la Turquie de l'Occident. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas où s'ancrer ailleurs. Dorothée Schmidt. Je veux juste dire qu'aujourd'hui, à l'OTAN, tout le monde est suspect pour tout le monde, puisque Trump a voué aux gémonies, l'Allemagne également. Mais sur la question L'OTAN, on fêtait l'anniversaire pourtant. Précisément, un 70e anniversaire très bousculé. Sur la question des réfugiés syriens, moi je me demande si on ne va pas avoir des développements cette année, si on met ensemble la pression que les alliés de la Turquie et les Russes lui mettent pour ne pas intervenir en Syrie, que on conjugue ça à la récession économique et à un nationalisme montant en Turquie, je me demande si on ne va pas avoir des nouvelles discussions sur la question des réfugiés syriens avec l'Union européenne. Ce sera à surveiller dans de nouveaux numéros d'interaction et dans les pages du Figaro. Vous retrouverez Delphine Minoui. Merci d'ailleurs Delphine d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci à vous Dorothée Schmidt et Ahmet Insel. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve bientôt sur Figaro Live. Ciao.